Bonjour, alors aujourd'hui le sujet du cours va être comment interpréter le prélude de Bach. Je vais vous donner une technique qui va vous permettre de faire sonner le piano. Alors j'enseigne des dizaines de touchés, de gestes différents pour faire sonner le clavier. Quand on est interprète, il ne suffit pas juste d'appuyer sur les touches, il y a une dimension physique qui est très importante, c'est-à-dire le geste. Et si on touche le piano d'une certaine manière ou d'une autre, ça va influencer le son qui va sortir. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Je vais parler un petit peu de Bach et d'interprétation avant, pour les gens qui savent pas ce que c'est que l'interprétation. Alors, je voudrais mettre les choses au clair avant, c'est que Bach ne jouait pas de piano. Les gens sont très surpris des fois quand je leur dis ça, mais Bach jouait de plein d'autres instruments, mais pas de piano. Il était surtout organiste, il jouait du clavecin et plein d'autres instruments comme le clavicorde par exemple, l'épinette, le virginal qui est issu de la Renaissance. Il existait plein d'instruments à clavier pendant la période baroque et on ne nommait pas les musiciens comme c'est un organiste ou c'est un claveciniste. On parlait de ces musiciens-là comme des claviéristes parce qu'ils maîtrisaient plein d'instruments à clavier. Donc déjà, une chose, c'est que interpréter Bach au piano, faut savoir que le piano n'existait pas en son temps, donc c'est assez particulier de jouer du baroque sur un instrument comme le piano. Sachant que il composait et il jouait d'instruments qui étaient très très différents et une mécanique complètement différente. Alors je vais essayer de simplifier au possible, mais pour que vous compreniez, je vais ranger les interprètes dans 3 catégories. Ça ne veut pas dire que ça se mélange pas de temps en temps, mais pour essayer de comprendre les différents types d'interprètes qu'il peut y avoir. Alors pour moi, le premier type, c'est l'interprète historique, c'est-à-dire le musicien qui va faire le choix de jouer sur des instruments d'époque. Je vais nommer certains très célèbres. Vous aviez Scott Ross, vous aviez des gens comme Kenneth Gilbert, une claveciniste que j'aime beaucoup aussi qui s'appelait Blandine Verlet. Donc ces gens-là ont passé leur vie à étudier la musique baroque et ont étudié sur quoi composait le compositeur, ce qu'ils avaient à leur disposition. Donc ces gens-là sont dans une approche assez particulière. Vous avez une deuxième catégorie que je vais appeler l'original, c'est-à-dire l'interprète qui, lui, va jouer de la musique baroque sur un piano, c'est-à-dire sur un instrument qui n'existait pas dans la période baroque. Vous avez comme exemple Glenn Gould. Lui, il jouait Bach d'une manière très singulière, mais il le jouait pour faire réagir les gens. C'est-à-dire pour que les gens puissent, pour avoir une réaction tout simplement, pour pas passer inaperçu, mais une réaction dans le bon sens comme dans le mauvais. Lui, il se fichait totalement de savoir si les gens allaient vraiment aimer ce qu'il faisait ou pas. Ce qu'il voulait, c'était une réaction du public et de l'auditeur. Donc ça lui faisait faire des choix qui peuvent paraître bizarres pour des gens qui connaissent vraiment le baroque et qui ont une certaine vision de la chose, si vous voulez. Vous avez aussi des gens comme Maria Yudina, par exemple, qui faisaient aussi des choses particulières. Donc c'est vraiment des gens qui ont une vision singulière du compositeur ou des compositeurs qu'ils vont jouer, qui vont proposer quelque chose de nouveau. Ça demande quand même beaucoup de talent pour ça. Vous aviez des gens comme, par exemple, Vladimir Horowitz, qui lui, donc, est plutôt spécialisé dans la musique romantique, si je simplifie. Il joue tout très bien, mais quand on l'entend dans Liszt, il improvisait sur du Liszt, il faisait les transcriptions, c'est-à-dire qu'il faisait des arrangements d'autres œuvres, etc., qui existaient déjà. Donc, c'est aussi quelqu'un qui avait une personnalité très singulière et qui proposait quelque chose de nouveau. Donc, à chaque fois, voilà, l'interprète original, c'est quelqu'un qui va essayer de se démarquer des autres. Donc, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, qu'on aime ou pas ce qu'ils font, en tout cas, c'est une façon de faire. Et vous en avez un autre qui est ce que je vais appeler, lui, le traditionnel. Alors, le traditionnel, il y en a de moins en moins, vous allez comprendre pourquoi. Je vais nommer Edwin Fischer. Alors, Edwin Fischer, là, on va revenir sur notre prélude de Bach, puisque lui, il a enregistré ce qui s'appelle le clavier bien tempéré. Le clavier bien tempéré, c'est 2 livres de pièces de clavecin de Bach, dans lesquels il y a le prélude qu'on va travailler aujourd'hui, qui est la première pièce du premier cahier. Voilà. Donc il l'a enregistré, mais ce monsieur a appris comment jouer le clavier bien tempéré de son professeur qui s'appelait Eugène d'Albert. Je pense que ça vous dira rien, mais ce monsieur Eugène d'Albert a appris comment jouer le clavier bien tempéré de Franz Liszt. Et Franz Liszt a appris le clavier bien tempéré, comment le jouer par Czerny. Et Czerny a appris, qui lui a enseigné comment jouer le clavier bien tempéré, c'est Beethoven. Donc ça fait une espèce de chaîne comme ça,
assez grande. Donc pour moi, c'est ça l'interprète historique, c'est quelqu'un qui a eu accès à un certain type d'enseignement à travers des compositeurs et des gens très très renommés. Donc il y a des points de vue très très différents. En interprétation, de toute façon, l'interprétation c'est une chimère. C'est-à-dire, c'est quelque chose, comme on ne sait pas comment les compositeurs faisaient pour la plupart, je parle des compositeurs anciens, personne ne peut vous dire c'est comme ça qu'il faut faire ou c'est comme ça qu'il faut faire, et encore moins sur un piano, puisque le piano n'existait pas en ce qui concerne Bach. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de ce point de ce que c'est que l'interprétation. Là, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à interpréter, si vous voulez, le prélude de Bach est un prétexte à apprendre une technique pianistique aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que je vais prendre la pièce et je vais vous donner une technique sur comment faire sonner ces arpèges au piano. Alors moi, qui suis plutôt branché baroque français, c'est surtout en ce qui concerne la période baroque, j'entends, parce que je fais pas que ça, c'est plutôt lié. Alors moi, j'aime bien jouer Bach plutôt legato, mais c'est mon point de vue. Si vous prenez, vous écoutez d'autres interprètes, ils vont jouer plutôt détaché. Enfin, chacun, encore une fois, sa vérité. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Prenez cet exercice, en tout cas, comme un outil pour travailler une technique de son particulière au clavier, et ça peut tout à fait s'adapter sur des techniques de jeu modernes, ou même la période d'après, que ce soit Mozart ou Chopin ou ce que vous voulez, même sur des compositeurs minimalistes, Ludovico Einaudi, enfin ce qui est à la mode aujourd'hui. C'est vraiment une technique qui peut s'employer dans plein de contextes différents. Alors, on y va. Pour cet exercice de toucher, enfin c'est plutôt un exercice de geste, je vais vous montrer la différence entre quand on n'utilise aucun geste et quand on va utiliser le geste que je vais vous proposer de travailler aujourd'hui. Donc, si je joue ce prélude de Bach, le début, sans aucun, comment dirais-je, sans aucun toucher particulier, sans rien, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le toucher neutre, digital, si vous voulez. Donc c'est pas bien ou mal en soi, c'est juste le son naturel du piano quand j'appuie sur les touches. Maintenant, je vais vous montrer le geste abouti, on va essayer de le décomposer ensemble. Si je touche le clavier d'une certaine manière, eh ben le son va complètement changer. Etc. Ce qui s'applique dans la première mesure, ben vous l'appliquerez sur presque les 2 pages. Je ne parle pas des dernières mesures qui sont légèrement différentes, mais vous pouvez appliquer donc cette technique de geste sur les 2 pages. On va voir comment ça se construit. Donc je pense que vous entendez bien la différence sonore entre les deux. Il y en a un qui a une sonorité assez sans expressivité et l'autre qui est beaucoup plus fluide et il y a une dynamique qui s'installe. Alors, ce geste, vous allez tout d'abord sur la partie gauche à chaque fois de la pièce, donc la main gauche, il y a toujours 2 notes à la main gauche, vous allez glisser, mais c'est pas je joue et je glisse. Beaucoup d'élèves font quand je leur apprends des techniques avec des jeux en mouvement, font l'erreur de jouer et de glisser ensuite. À part nettoyer les touches, ça sert absolument à rien. Donc ce qu'il faut, voilà, c'est glisser en jouant. Vous avez bien compris, hop, hop, voilà. Vous allez aussi glisser de la même manière à la main droite, sauf que vous allez utiliser votre poignet de manière circulaire, de cette façon-là. Et on remonte, voilà comment je décompose la première partie du geste. Je vais remonter sur la note, la dernière note. Et en remontant, on va redescendre. Donc le poignet va faire une ellipse, en fait, comme ceci. Voilà. Et on recommence la main gauche à glisser. Voilà. Et ce geste, donc, va être Il va falloir l'adapter, sur
toutes les mesures, puisqu'elles sont identiques. Si je fais ça sur le deuxième accord, je vais glisser sur Do, Ré. Et toujours ce geste de poignet, on remonte. Donc je glisse les 2 premières notes vers moi et je repousse avec la main la note du dessus et je reglisse vers moi. Et dès que c'est la note du dessus, j'en profite pour pousser en glissant avec le poignet. Donc on y va. Donc là, je n'y mets pas d'interprétation particulière, c'est juste le geste. Quand je dis d'interprétation particulière, c'est que je ne mets pas de nuance particulière. Je pourrais très bien ensuite... jouer fort, doucement, tout ça, c'est quelque chose qui doit être écrit sur la partition, ou si c'est pas écrit, c'est à vous de l'interprétation, c'est aussi ça. C'est sur les pièces de clavecin, il n'y a pas de nuance, puisqu'on ne pouvait pas faire de nuance sur les clavecins, donc c'est libre à vous d'appuyer sur certains passages si vous sentez que c'est comme ça que vous devez le faire. En tout cas, le geste va déjà modifier considérablement la sonorité de votre instrument. Et ce qu'il faut, c'est essayer d'exagérer le geste au début. C'est-à-dire, n'hésitez pas à faire de grands gestes pour vous familiariser avec ça, mais ensuite, c'est une technique qui doit quasiment devenir presque invisible. Vous devez réduire vraiment vos gestes de manière à ce que ça devienne quasiment microscopique. Ça vous permettra de régler, de gérer le toucher encore de manière beaucoup plus précise que si on fait de très grands gestes. Mais quand vous allez commencer à apprendre en fait ces techniques de jeu, enfin cette technique-là spécifiquement, commencez d'abord par faire voilà le geste en glissant sur toute la touche, et d'augmenter l'amplitude du poignet au maximum pour travailler vraiment cette technique-là. Et ça vous fera déjà un travail de coordination en plus, mais vous allez améliorer votre sonorité. Et puis, commencez d'abord par du digital, c'est-à-dire un son neutre. Et ensuite, vous voyez la différence? Donc, commencez par un son neutre, et comme une sculpture, on va enlever ce qui est en trop, par exemple. Et puis vous travaillez votre geste pour améliorer le son et avoir ce son beaucoup plus de dynamique, plus de légèreté en fait. Voilà pour cette technique de geste. Alors j'enseigne, je le répète, plein de techniques de geste et de toucher différents pour apprendre à faire sonner le clavier, le piano et interpréter les œuvres. Si vous souhaitez les apprendre, vous pouvez me contacter sur mon site internet alexandredeyel.fr ou me laisser un message sur Instagram en direct. Je vous souhaite un bon travail et à bientôt.